Ce soir ou jamais. Le cash ou clash. D'habitude, on commence avec les dingueries de la semaine. Mais là, l'actu est chaude. L'actu est brûlante. Moes King. T'es fan, t'écoutes. Mais carrément. Allez, bonsoir à tous. Là, c'est une grosse actu ce soir. Donc voilà, je vous propose de commencer. On va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Abdé, si je peux mettre le premier visuel, génial. Alors, déjà pour commencer, cette annonce qui a été faite par les divers clubs dans la nuit de dimanche à lundi, ça a été, à mon sens, un espèce de... en gardant bien sûr les mesures, mais un espèce de 11 septembre du football. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un avant et un après. Il y aura un avant et un après ce jour-là. Ça ne pourra pas se passer comme ça et rentrer dans la normale. Donc vraiment, pour ceux qui pensent que ce ne sont que des effets d'annonce, déjà, c'est la première chose. Non, ce ne sont pas que des effets d'annonce. On est allé trop loin pour revenir en arrière. Mais avant de comprendre où on va aller, on va déjà comprendre d'où on vient. Alors d'où on vient, pourquoi cette European Super League ? Alors déjà tout d'abord, cette Super League européenne, on vous l'a déjà dit lors de précédents lives, c'est un serpent de mer. C'est un serpent de mer parce qu'en fait, ça fait depuis les années 90 qu'on nous en parle. Berlusconi en avait parlé, on parlait déjà à l'époque du PSG, de l'OM et des gros clubs, mais là... on en parlait de plus en plus et il y a quelques éléments qui ont fait qu'on en a parlé de plus en plus. Alors premièrement, déjà, il y a un contexte économique. Alors je pense qu'à moins que vous soyez dans une grotte, peut-être pas en Espagne, mais dans une grotte ces dernières semaines et cette dernière année même, il y a eu le Covid qui est passé par là, mais même avec le Covid, il y a eu aussi des clubs comme le Barça notamment, ou Tottenham, ou Manchester, qui ont des grosses dettes et qui sont gérés plus ou moins bien et qui sont dans des mauvaises passes financières et qui peuvent sentir ou non une hégémonie leur passer sous le nez. Donc ça c'est le premier point, c'est un mauvais contexte économique ou en tout cas des situations financières qui ne sont pas propices à certains clubs, les plus riches. Ensuite, il y a un deuxième point, ce sont des négociations compliquées avec l'UEFA. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce serpent de mer, comme je vous l'ai dit, de la Super League, mais en quoi il consiste ce serpent de mer ? À ce que les recettes de l'UEFA se ressentent, se concentrent encore et augmentent davantage autour de certains clubs. Et l'UEFA en est conscient et justement négocie depuis un certain temps et ces négociations-là sont compliquées et on parle d'ailleurs d'une nouvelle formule et ce timing n'était pas un hasard. Ce timing n'était pas un hasard parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui devait se passer aujourd'hui ? C'était justement le vote. Le vote qui était, bien sûr n'était pas un vote, mais plutôt une annonce de la nouvelle formule de la Ligue des Champions qui devait entrer en vigueur en 2024. Donc le fait de faire ça la veille est vraiment une volonté de court-circuiter. Abdé, la slide suivante s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que c'est que cette European Super League ? Déjà, l'European Super League, c'est une société privée. C'est une société privée dans laquelle les clubs participants, ce qu'on appelle les clubs historiques, les fondateurs, seront actionnaires. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on va passer d'un modèle plutôt associatif avec un organe, on va dire, supra-club, qui va être au-dessus des clubs, à une société privée où ce sont vraiment les clubs qui décident. Avant, on avait toujours les accusations, comme quoi certains clubs sont proches des instances. Là, aujourd'hui ou demain, ça ne sera peut-être plus une accusation, mais ça sera une réalité, un fait réel. Ce seront les clubs qui décideront parce que ça leur appartiendra. Ce sera leur outil. C'est vraiment les clubs qui prennent part de cette compétition-là. Comment elle va se jouer cette compétition-là ? Parce qu'on peut la comparer avec la nouvelle formule de la Champions League, qui est un peu compliquée, on ne va pas y revenir. Mais pour faire simple, ce sont 20 clubs, 15 historiques et 5 invités. On ne connaît toujours pas les modalités d'invitation. 2 poules de 10 équipes. Donc ça fait 18 journées en semaine. Donc on annonce des matchs plutôt le mardi, le mercredi ou le jeudi. 3 premiers qualifiés, plus un match de barrage entre le 4e et le 5e. Au final... pour gagner cette European Super League, il faudra jouer 25 matchs pour le vainqueur, ou en tout cas pour le finaliste. Alors que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il fallait 13 matchs, s'il n'y avait pas bien sûr les tours préliminaires. Mais de toute façon, vous l'avez remarqué, les équipes qui prennent part au tour préliminaire ne gagnent pas la Champions League. Donc voilà, ça ne sert à rien. Abdé, la slide suivante, s'il te plaît. Alors pourquoi faire ? Bon là vous l'avez deviné, il n'y a pas un énorme suspense. Dinero. Exactement. Money. Mon ami colombien juste à côté l'a bien résumé. 3 fois plus d'argent pour chaque participant. C'est aussi simple, c'est résumé, pas besoin de sortir des chiffres et des sommes, n'importe qui peut le comprendre. Pourquoi je vous ai mis les logos d'énormes groupes ? Alors tout d'abord JP Morgan, parce que JP Morgan a, on va dire, crédibilisé d'autant plus ce projet, parce qu'il a annoncé vouloir préfinancer ce projet. Juste une petite parenthèse sur JP Morgan, j'entends beaucoup de ces JP Morgan qui payent. Non, JP Morgan n'est pas un philanthrope, JP Morgan c'est un investisseur, au mieux, ou un prêteur. Ouais, est-ce que je peux te couper ? Moi, tu me dire si c'est vrai ou pas.
j'ai lu, genre apparemment c'est un prêt de 6 milliards d'euros de la part de JP Morgan. Ouais, bah c'est des montants qui sont annoncés. On annonce, après, en fait, on annonce plutôt 4 milliards pour le moment, mais ça serait pour des recettes annuelles de 6 milliards. Avant, on partageait 2 milliards sur 32 clubs. Maintenant, on va partager 6 milliards sur 20 clubs. Donc, vous voyez, le calcul est vite fait. Le calcul est vite répondu. Et tous ces montants, sans savoir qui va y participer, sans savoir si ce sera en face, mardi, mercredi, jeudi, d'une autre compétition européenne, un investissement comme ça dans le noir à l'aveugle complet. Exactement. C'est le plus surprenant dans cette annonce, mais justement, on va y revenir sur la crédibilité ou non de cette affaire. Et pourquoi j'ai mis le logo des GAFA ? Parce que ce sont quand même des entreprises qui sont assez silencieuses ces derniers temps. On a annoncé pas mal Amazon sur les derniers appels d'offres. Il y en a eu en Serie A, il y en a en Ligue 1, pas d'Amazon. On parle aussi beaucoup de DAZN, le nouvel opérateur, le nouveau Netflix du foot qui pourrait être intéressé. Mais en tout cas, il ne serait pas surprenant de voir des GAFA associés dans un tel projet. On parle dans les statuts d'un partenariat sur plusieurs dizaines d'années. On parle plutôt de 30 ans. Donc, c'est-à-dire les GAFA pourraient dès aujourd'hui avoir la main mise peut-être sur la forme la plus aboutie du sport le plus populaire au monde. Donc, ça serait pas étonnant de les voir là. JP Morgan donc crédibilise le projet. C'est une banque d'investissement. Mais par contre, attention, ce ne sont pas eux qui vont financer. Ils vont aider, faire en sorte à ce que le projet soit crédible, peut-être même assurer les arrières de ces clubs-là, j'espère qu'ils ne se mettent pas trop en danger, qui restent quand même les clubs les plus riches le temps que ça se mette en place. Donc c'est un vrai opérateur de crédibilisation. La suivante, oui, excuse-moi. Non, est-ce qu'on a donné une date officielle un petit peu de lancement ? Alors, c'est une très bonne question. Dans les communiqués qui ont eu lieu, c'est as soon as possible. On annonce peut-être une date de lancement pour la saison prochaine. Étant donné, on va voir là, juste après la réaction de l'UEFA, ça pourrait être possible. Abdé, merci beaucoup. Maintenant, quels sont les risques ? Alors là, j'ai caricaturé un peu. Ouais, j'ai caricaturé un petit peu. Alors, un poil. Les risques, parce qu'on parle beaucoup de mort du football depuis hier. Moi, je suis pas du tout dans cette école-là. Je pense qu'on en avait déjà parlé. Pour moi, il n'y a pas de mort du football. Tant qu'il y aura un ballon, des cages, etc., on jouera au football. Ce ne sont que des évolutions, comme on en a eu plein de fois. Mais l'esprit, Moez, l'esprit. Mais par contre, là, il y a un vrai risque. Le vrai risque, c'est une dichotomie du football mondial. J'ai pas envie, en tout cas moi personnellement en tant que fan de foot, et je pense que c'est beaucoup, que le football soit à deux têtes. C'est-à-dire une tête vraiment fermée pour lequel on aurait des acteurs qui eux vont jouer un foot mode NBA, même si j'aime pas ce terme, et de l'autre côté des gens qui ne seront que des fournisseurs de cette tête-là. Deux économies totalement scindées, parce que le risque c'est quoi ? C'est que les montants des sponsors, etc., soient concentrés dans les plus grosses équipes et qu'au final, les droits télé, etc., affaiblis de ces grosses équipes qui ne seraient plus là, c'est la loi de la jungle, quoi. Et voilà, ne soient plus là. Donc en fait, le risque. C'est le plus fort qui gagne. On va prendre un exemple concret. Aujourd'hui, vous êtes investisseur dans un club de Ligue 1 qui n'est pas le PSG ou Marseille qui risque d'aller dans cette Super League. Vous êtes un Jean-Michel Aulas. Vous êtes un Longoria. Alors Longoria n'est pas un investisseur, mais vous êtes par exemple un Pinot du Stade Rennais. Oui. Est-ce que vous avez envie de continuer à injecter de l'argent dans un marché qui avait déjà pas mal d'incertitudes, mais en plus où les locomotives partiraient? Mais est-ce que tu te retrouves pas dans un cas où ce qu'on commençait à voir du côté de Monaco, du côté de Lille, où en fait ces ligues-là, la fameuse deuxième tête qui est un peu plus en retrait, va devenir un centre de formation énorme. Exactement. Qui va pouvoir du coup, pour les actionnaires potentiels dont tu parles, développer un truc que je trouve très laid, parce que sur le c'est un peu les rookies, quoi. Bah c'est ça, est-ce que tu peux pas mettre en place tout un business model, puisque je reprends les termes des gens qui ont mis en place ce projet, dont on pense à peu près tous la même chose, j'imagine. Est-ce que quelque part finalement ça peut ouvrir des perspectives économiques pour eux? Et je reviens sur ton histoire des deux têtes. T'as très bien fait de mettre l'arrêt Bosman, puisqu'il s'est rien passé d'aussi grave dans le foot depuis l'arrêt Bosman. Avant, par exemple, les championnats sud-américains, avant l'arrêt Bosman, étaient beaucoup plus forts. Étaient beaucoup plus compétitifs. Oui, on se souvient de confrontations entre des Boca Juniors, des Real ou des Milan AC. Donc les deux têtes, elles sont aussi un peu créées là. Mais c'est exactement ça. C'est qu'en fait, déjà, il y a eu plusieurs étapes dans le foot aujourd'hui. En fait, moi, une fois, j'avais fait une chronique là-dessus, pour ceux qui avaient vu, où j'avais dit c'est le sens d'une histoire qui n'a pas de sens. C'est qu'à un moment donné, on arrivait vers cette Super League, c'est pas une surprise, on y arrive. À un moment donné, ça y est, c'est fait. C'est juste qu'aujourd'hui, ça nous arrive de manière assez brutale. C'est plutôt la forme qui nous fait mal plutôt que le fond, parce que le fond, on s'y attendait. Et là, aujourd'hui, tu as très bien parlé de l'arrêt Bosman, mais il y a aussi, par exemple, la disparition de certaines coupes européennes. À partir du moment où une Ligue des champions, on fait disputer des équipes qui ne sont pas des champions, ça veut tout dire, on dévalorise le reste. C'est vrai qu'il y a des quatrièmes de championnat qui jouent cette compétition. Les équipes écossaises, les équipes d'Europe de l'Est avaient déjà souffert de ça auparavant, même les équipes portugaises, même si on avait certaines qui, bien gérées, ont réussi. Et le fair play financier,
qu'est-ce que c'est que le fair play financier si c'est, ok, certes, une manière d'avoir une meilleure gestion des clubs, mais dans sa construction, le fait de ne pas prendre le bilan ou de freiner des investisseurs, le fait de freiner les positions en place. Donc, en fait, les gros clubs ont toujours eu envie, les historiques, ce qu'on appelle le cartel, j'aime pas ce terme, mais le cartel, de freiner l'entrée de nouveaux acteurs. Aujourd'hui, c'est un symbole. Après, tu vois, moi, là où je suis pas forcément d'accord avec toi, tu disais que tu étais contre l'idée de dire que c'était la mort du football. Mais moi, là où je trouve qu'il y a une petite mort, c'est que dans toute cette histoire, à aucun moment on parle de ballon. Tu vois, s'il y a une révolte un petit peu des amoureux du football, c'est parce que justement, on s'est pas intéressé à tous ceux qui regardent le foot et à tous ceux qui y jouent. Tu vois, moi, j'imagine un peu les footballeurs. Hier, fallait pas se coucher tôt. Celui qui s'est couché à 20h ou 21h, il a tout loupé ce matin. Mais tu vois, j'imagine le footballeur tranquillement. On parlait tout à l'heure de Karim Benzema. Hier, il jouait. Ce matin, il arrivait à l'entraînement. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Pourquoi il pensait que je suis d'accord avec toi, Alex. Mais moi, ce qui me dégoûte plus, c'est même pas en fait cette histoire de Super League. Moi, en fait, c'est même de l'autre côté. Quand j'ai vu en fait la nouvelle réforme de la Ligue des Champions, avec encore 30 matchs, avec encore trop d'équipes, au bout d'un moment, on prend pas. Si tu veux, en fait, il y a pas une solution qui est pour moi qui est bonne ou une qui est mauvaise. C'est-à-dire que moi, à la base, si tu me demandes moi perso, je suis pas très pour la Super League. Mais quand je regarde la nouvelle réforme de la Ligue des Champions, c'est aussi abusé des playoffs entre le 9e et le 20. Enfin, au bout d'un moment, c'est incompréhensible. Moi, ça fait 12 ans que je suis avec ma chérie, donc je déteste le changement. Moi, je pourrais signer à lui pour cette Ligue des Champions qu'on a actuellement.